Aujourd'hui, nous allons étudier une affaire du milieu du XXe siècle. Installez-vous, direction l'Angleterre. Joanne Pearl Wolfe est née le 11 mars 1923 à Tonbridge, dans le Kent. Elle était la plus jeune de 3 enfants lorsqu'elle avait 7 ans. La tragédie a frappé la famille lorsque son père, Charles Frederick Wolfe, âgé de 34 ans, est décédé subitement. Cette perte a marqué son enfance. Moins d'un an après, sa mère Edith a épousé Monsieur Leslie John Wood et, à 31 ans, a eu une fille. La famille a ensuite déménagé à Tunbridge Wells. Jeanne a étudié dans une école catholique à Marks Cross grâce à la générosité de sa tante aisée. Elle excellait en français et est devenue très compétente dans cette langue. Bien que Jeanne paraissait souvent dévote, portant régulièrement une grande croix, sa dévotion religieuse semblait plus superficielle que sincère. Son beau-père, Monsieur Leslie Woods, était une figure notable à Tunbridge Wells, mais sa nature excentrique le faisait remarquer pour d'autres raisons. Il souffrait d'insomnie et de brusques accès de paranoïa et de colère, parfois en public, troublant son entourage. En août 1939, un événement dévastateur a eu lieu. Jeanne est rentrée de l'école et a découvert que son beau-père s'était suicidé en s'asphyxiant au gaz, ce qui a profondément bouleversé la famille. Jeanne, encore enfant, s'est fiancée à un riche voisin. On disait que son fiancé était très attentionné, et la mère de Jeanne était ravie que l'avenir d'un de ses enfants semble assuré. Cependant, vers la fin de l'année, Jeanne disparut soudainement. Sa mère appela la police, mais il fallut plus d'un mois pour la retrouver à près de 100 km à Aldershot. La mère de son fiancé la ramena en voiture à Tunbridge Wells. Malgré ce retour, le malaise de Jeanne renforça la sécurité de ses fiançailles. Elle ne pouvait pas réprimer le sentiment croissant d'agitation, et elle commença à se sentir de plus en plus étouffée par les attentes qu'on avait placées en elle. Elle ne voulait plus d'une vie confortable et prévisible, aspirant plutôt à l'indépendance et à un but. Peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, elle rompit les fiançailles et partit pour Londres. Là-bas, elle suivit une formation de magasinière dans une usine d'avions. Cependant, après seulement un mois, elle quitta son emploi mais décida de garder ce secret pour sa mère. Cela marqua un tournant important dans sa vie, car son comportement autrefois stable commença à se détériorer. Elle avait toujours été un peu naïve et crédule, sans doute à cause de son éducation protégée au couvent. Elle se mit à fréquenter des soldats, notamment des Canadiens stationnés en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. L'excitation de la ville et l'attention de ces hommes semblaient l'attirer, lui offrant une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sa mère, Madame Edith Wood, était très inquiète des choix de Jeanne, surtout alors que la guerre faisait rage en Europe. Elle attendait d'elle plus de responsabilités et suppliait souvent Jeanne de rentrer, abandonnant sa vie imprudente. Soucieuse de la sécurité de Jeanne, Madame Wood fit appel à la police locale pour tenter de la ramener à Tunbridge Wells. Cependant, Jeanne refusa toute intervention, percevant sans doute l'inquiétude maternelle comme une entrave à son indépendance. Ces nouvelles expériences sociales contrastaient avec la vie calme et contrôlée qu'elle menait avant. Malgré la tension croissante, Jeanne n'a pas totalement coupé les liens avec sa famille. Elle a maintenu un certain niveau de communication par des lettres et des visites occasionnelles à Tunbridge Wells. Parfois, elle présentait à sa mère le soldat canadien qu'elle voyait alors, espérant calmer ses inquiétudes. Mais chaque fois que Jeanne rentrait, Madame Wood la confrontait, l'exhortant à renoncer à ce mode de vie jugé irresponsable et dangereux. En apparence, il pouvait sembler que Jeanne profitait de son séjour à Londres, mais en réalité, sa situation était loin d'être idéale. Elle peinait à trouver de la stabilité, changeant souvent d'emploi et de logement. Finalement, elle quitta Londres pour s'installer à Thursley, paisible village à 10 km de Godalming dans le Surrey. Elle chercha du travail et logea chez Kate Hayter, une femme âgée qu'elle aidait pour la cuisine et le ménage. Bien que cela soit très éloigné du dynamisme de Londres, il était évident que la vie de Jeanne manquait de la sécurité et de la direction que sa mère désirait si ardemment pour elle. En 1942, la mère de Jeanne se maria pour la 3e fois. Son nouveau mari était un homme nommé Charles Watts. Jeanne resta à Thursley près de Godalming et durant cette période, elle se fiança à Francis Hearn, un soldat canadien. Elle arborait fièrement sa bague de fiançailles et disait souvent qu'ils étaient déjà mariés,
même si ce n'était pas vrai. Cependant, en juillet de cette année-là, son fiancé fut renvoyé au Canada, laissant Jeanne le cœur brisé et incertaine quant à son avenir. Cependant, le régiment de Françoise Hearn fut remplacé à Godalming par le régiment des fusiliers de Regina du Canada. 2 jours après avoir quitté son fiancé, Jeanne rencontra un autre soldat canadien nommé Auguste Sangré. Se sentant déprimée et seule, Jeanne se rendit dans un pub local. Elle n'avait pas pris la peine de se changer et paraissait assez négligée, mais elle rencontra Auguste et ils engagèrent une conversation qui dura jusque tard dans la soirée. En fin de soirée, il la raccompagna chez elle, le trajet prenant plus de temps que d'habitude. En chemin, ils décidèrent de se revoir bientôt. Jeanne, cependant, ne se présenta pas au rendez-vous convenu. Cependant, le destin intervint à nouveau lorsque, le 1er juillet, ils se rencontrèrent par hasard dans une friterie. Jeanne avait initialement prévu de sortir avec un autre soldat canadien nommé soldat Arnal. Mais lorsqu'elle revit Auguste, elle changea rapidement ses plans et accepta de passer la soirée avec lui à la place. Cette nuit-là, Jeanne lui confia n'avoir nulle part où loger et révéla sa situation instable et sa vulnérabilité. Auguste était né en 13 dans la ville de Battleford, en Saskatchewan. Il était issu d'un milieu métissé avec des origines françaises, canadiennes et autochtones. Malheureusement, sans éducation formelle, il ne savait ni lire ni écrire. Il parlait couramment l'anglais et le cri et avait appris diverses compétences traditionnelles de ses ancêtres. Sa maîtrise des techniques de survie était remarquable. Il a dit à Jeanne qu'il construirait un wigwam pour qu'elle dorme confortablement. Cette nuit-là, ils ont dormi dans le wigwam et, tôt le matin, Auguste est reparti à la caserne. Mais avant de partir, il a donné sa photographie à Jeanne et ils ont prévu de se revoir dans les jours suivants. Il a amélioré le wigwam et l'a équipé d'oreillers et de couvertures de l'armée. Mais le 3 juillet, Jeanne a été hospitalisée après s'être évanouie en faisant des courses. Elle a écrit à Auguste pour lui demander de venir. À son arrivée à l'hôpital, il a appris qu'il avait raté les heures de visite et a été refoulé. Quelques jours plus tard, Jeanne a envoyé une autre lettre suggérant qu'elle pourrait être enceinte. Après avoir quitté l'hôpital, Jeanne est retournée vivre à la cabane sur Ackley Common pendant plusieurs semaines. Elle a brièvement trouvé un emploi dans une usine fabriquant des ballons de barrage, mais elle l'a perdu à cause de sa mauvaise ponctualité. Sous pression croissante, elle s'est sentie dépassée et a souhaité retourner vivre avec sa famille. Elle a écrit à sa mère pour expliquer sa situation, mais sans réponse, elle a décidé de chercher du travail. N'ayant pas d'autre choix, elle est retournée au wigwam. Finalement, un policier militaire nommé Donald Brett a découvert Jeanne vivant sur un terrain réservé à l'armée et lui a ordonné de quitter la zone. Il a aussi demandé à Auguste de démonter le wigwam. Bien qu'ils aient tous obéi, Auguste est revenu et a construit un autre wigwam près de là. Jeanne s'en est servie pour dormir en cherchant un autre logement, mais cela se passait mal. Auguste a été arrêté par la police militaire pour hébergement illégal d'une civile sur un terrain militaire et Jeanne a été reconduite à l'hôpital par la police du Surrey pour sa sécurité. Elle a dû y rester jusqu'au 1er septembre pendant l'hospitalisation de Jeanne. Auguste a demandé à l'épouser. On lui a dit qu'il fallait le consentement de sa mère et l'approbation du gouvernement canadien. Même avec les documents, il ne savait ni lire ni écrire et ne les a donc pas remplis. En quittant l'hôpital sans nulle part où aller, elle a fini par passer la nuit seule dans la salle d'attente de la gare. Le 3 septembre, elle s'était installée dans un pavillon de cricket abandonné à Thursley et Auguste lui a apporté une couverture de l'armée et une gourde volée dans sa caserne. Pendant 2 semaines, il lui rendit visite aussi souvent que possible. Il l'apportait à manger et ils parlèrent de leurs projets, notamment du mariage que Jeanne désirait tant. Quand ils étaient séparés, Jeanne écrivait des lettres, que le sergent Charles X lui lisait et l'aidait à répondre. Les lettres reflétèrent l'espoir de Jeanne, mais aussi sa frustration face à la jalousie et aux accusations d'infidélité d'Auguste. Mais elle lui assurait toujours qu'elle lui était fidèle et qu'elle voulait se concentrer sur leur avenir. Malgré ces difficultés, Jeanne trouva un emploi temporaire, mais fut vite renvoyée pour manque de fiabilité. Alors maintenant, pour gagner un peu d'argent, elle ramassait des murs sur Hankley Common, qu'Auguste revendait ensuite aux soldats canadiens. Grâce à leur argent, Jeanne achetait du matériel pour tricoter des vêtements de bébé.
Le 14 septembre 1942, seulement 2 mois après leur rencontre, mademoiselle Jeanne Wolfe a disparu. Les gens ont commencé à remarquer qu'Auguste sortait maintenant seul. Et pour beaucoup, il semblait indifférent au fait qu'elle ait soudainement disparu. Il affirmait que Jeanne était rentrée et avait annulé leur mariage. Parfois, il disait aussi qu'elle était hospitalisée une semaine après sa disparition. Il a demandé l'aide du sergent Harold Wade pour la retrouver. Il a expliqué que leur dispute venait de ses doutes sur le mariage, puis a ajouté « Si on la retrouve et qu'il lui est arrivé quelque chose, je ne veux pas être impliqué. » Malgré cette inquiétude, il restait souvent avec d'autres jeunes femmes. Le 7 octobre 1942 au matin, les Royal Marines William Moore et Geoffrey Cook patrouillaient dans les bois. Lorsqu'ils passèrent près d'une terre fraîchement retournée et virent ce qui ressemblait à un bras humain, partiellement dévoré par des animaux, en y regardant de plus près, ils aperçurent également un pied humain. Bien que légèrement choqués, sans déranger la zone, les Marines signalèrent la découverte à leur officier commandant. Le lieutenant Norman MacLeod s'est rendu sur place et a alerté la police du Surrey. Le surintendant Richard Webb et Thomas Roberts ont sécurisé la zone avant l'arrivée des détectives de Scotland Yard. Face à la gravité de la découverte, un pathologiste a été appelé pour récupérer le corps. La victime, une femme, portait une robe verte et blanche et des chaussettes en laine. Elle gisait face contre terre dans une tombe peu profonde, le bras gauche replié sous elle et le droit tendu, suggérant qu'elle avait été traînée jusque-là. Le corps, en décomposition avancée, présentait un grave traumatisme crânien, probablement cause du décès. Le médecin légiste a estimé le décès entre 5 et 7 semaines plus tôt, mais devait approfondir l'examen. Le corps a donc été ensuite transporté à l'hôpital Gay pour une autopsie. On a découvert que la victime, une femme d'environ 20 ans, mesurait 1,63 m et avait les cheveux châtains, clair teint en blond. Après avoir reconstitué le crâne avec 38 fragments, ils ont identifié un impact sévère à l'arrière, sans doute causé par un coup violent avec un objet en bois. Ils ont déclaré que cela aurait provoqué une perte de conscience rapide, puis la mort en quelques minutes. Une fracture à l'os malaire droit prouve que la victime était face contre terre lors du coup fatal. Le docteur Simpson a observé des blessures de défense sur le bras et la main droite de la victime, suggérant qu'elle faisait face à son agresseur en se protégeant. Les blessures indiquaient une arme à pointe courbée ou crochue, laissant des marques circulaires caractéristiques. Les nombreuses blessures, dont une mâchoire fracturée et des dents arrachées, suggèrent à l'auteur que la victime est restée consciente une grande partie de l'agression et a peut-être tenté de fuir avant de s'effondrer. Selon l'état du corps et sa décomposition, le docteur M. Simpson a estimé que la victime était morte début ou mi-septembre et était restée exposée environ 24 heures avant d'être rapidement enterrée. Le 12 octobre, 5 jours après la découverte du corps, 60 policiers ont fouillé la zone. Ils ont trouvé un arc en bouleau, des chaussures, un sac à main, un crucifix et une lettre à un soldat canadien, Auguste Sangré, l'informant de sa grossesse. Ils ont également trouvé une carte d'enregistrement nationale au nom de Joan Pearl Wolfe, ainsi qu'un fragment de crâne et une dent. La mère de mademoiselle Wolfe, mademoiselle Edith Watts, contactée, a confirmé que ces objets étaient ceux de sa fille. Le corps découvert à Angley Common a été identifié. Le surintendant Richard Webb se rappelait Jeanne, lui ayant déjà parlé 2 fois lors de sa brève détention pour des inquiétudes sur son bien-être. Il se rappelait que son compagnon était le soldat canadien cité dans la lettre trouvée près de son corps. Auguste Sangré a ensuite été interrogé par l'inspecteur Greenough et le surintendant Webb. Il a admis être sorti avec Joanne, mais a affirmé qu'il ne l'avait pas vue depuis le 14 septembre. Il a dit qu'il ne prenait pas la relation au sérieux et s'intéressait davantage à une autre femme rencontrée à Glasgow. Il a précisé que, sans signaler sa disparition à la police, il en avait informé son sergent. L'inspecteur Greenough a eu l'autorisation de l'emmener au poste de police de Godalming pour l'interroger. Le soldat a accepté de tout révéler sur Jeanne, produisant ainsi la plus longue déclaration de l'histoire criminelle britannique avec 1000 mots. À l'époque, cela a été enregistré sur 4 jours. Dans ses déclarations, il a détaillé sa relation avec Jeanne et ce qu'il avait fait après sa disparition.
Il a aussi informé l'inspecteur sur Kate Hayter, la dame âgée dont Jeanne occupait parfois le bungalow. Plus tard, il a guidé les agents vers les endroits où il avait construit des tipis. Auguste a également omis de se disputer avec Jeanne au sujet du mariage lors de leur dernière rencontre, bien qu'il ait nié lui avoir jamais fait de mal. Le 16 octobre, il a été libéré en attendant l'enquête. Étrangement, avant de partir, il a dit « Je suppose que vous l'avez trouvé. Tout m'accuse. Je suppose que je vais être blâmé. » Puis il a enfoui sa tête dans ses mains. La couverture et l'uniforme d'Auguste ont été envoyés au docteur Roach Lynch, qui a noté qu'ils avaient été lavés rapidement, mais présentaient encore des taches de sang. Il pensait que les taches de sang sur la couverture correspondaient aux blessures de la victime, suggérant qu'elle avait servi à envelopper le corps. Le chef inspecteur Greenough a interrogé les collègues d'Auguste Sangré, qui ont indiqué que le soldat donnait des versions contradictoires sur l'absence de Jeanne. Ils ont également déclaré qu'il semblait récemment assez anxieux. L'enquête s'est poursuivie jusqu'au 7 novembre. Un couteau distinctif à pointe recourbée a été retrouvé caché dans un tuyau d'évacuation au camp militaire. L'analyse médico-légale a montré que des semaines dans l'égout avaient effacé sang et empreintes digitales. La lame était du même type que celle utilisée pour blesser Jeanne. La police a aussi découvert que ce couteau, fabriqué en Grande-Bretagne, avait été attribué aux forces canadiennes. L'inspecteur Greenough pensait qu'Auguste Sanglé avait commis ce crime. Alors en décembre, il l'a emmené à Rankley Common pour identifier les endroits que lui et Jeanne fréquentaient. Étrangement, bien que Sanglé ait obéi, il a refusé de s'approcher de Houndon Wood, où le corps de Jeanne a été retrouvé. Auguste a déclaré que le couteau appartenait à Jeanne, offert par son ex-fiancé François Hearn. Plus tard dans l'après-midi, le soldat Auguste Sanglé a été inculpé du meurtre de Jeanne Pearl Wolfe et conduit à la prison de Brixton en attendant la procédure. Une audience préliminaire a débuté à Guildford le 12 janvier. En 1943, les témoins incluaient des experts, médico-légaux, la police et des soldats canadiens ayant servi avec l'accusé. L'inspecteur Greenough a présenté les longues déclarations faites par Auguste et a souligné sa remarque selon laquelle, après la découverte du corps, il avait dit « Je suppose que vous l'avez trouvé. Tout m'accuse, je serai sûrement jugé responsable. » Le 20 janvier, le juge McNaughton a estimé que les preuves suffisaient pour renvoyer Auguste Sanglé en procès. Le procès d'Auguste Sanglé pour le meurtre de Jeanne Wolfe s'est ouvert le 4 février 1943 au Surrey County Hall. Au début de la procédure, l'accusé a plaidé non coupable. Monsieur Eric Neve, représentant la couronne, a planté le décor en résumant l'affaire de l'accusation. Il a exposé la relation de l'accusé avec la victime, qu'il a appelée Phil Wigwam. Il a mentionné le couteau et l'arc en bouleau, pensant que ce sont les armes du meurtre. Il a évoqué les déclarations contradictoires de l'accusé sur la localisation de la victime après sa disparition. Monsieur Linton Thorpe, à la défense, a contesté que le couteau appartienne à l'accusé et a mis en doute la crédibilité des témoins de l'accusation. Il a aussi dit au tribunal que mademoiselle Wolfe côtoyait de nombreux soldats. Il a suggéré qu'avec son mode de vie, n'importe lequel des 100 000 soldats proches aurait pu être l'auteur de ce crime. 17 témoins ont témoigné le premier jour du procès. Le surintendant détective du Surrey a présenté les preuves trouvées près de Rankley Common et d'autres objets de Jeanne. Le deuxième jour, des membres du personnel militaire ont informé le tribunal des interactions d'Auguste Sangré avec mademoiselle Lou et de la façon dont son récit concernant l'endroit où elle se trouvait réellement ne cessait de changer. Le sergent X de l'armée canadienne a témoigné avoir aidé l'accusé à écrire à Jeanne. Le docteur Simpson et le docteur Garner ont exposé les résultats de leur analyse médico-légale après l'examen du corps et expliqué comment ils ont pu faire correspondre les blessures à une lame recourbée distinctive trouvée dans le camp militaire. Le docteur Roach Lynch a confirmé qu'après des tests approfondis, il avait pu établir qu'il y avait des taches de sang sur la couverture et les vêtements de l'accusé, malgré le fait qu'ils avaient été lavés. L'accusé, Auguste Sangré, a témoigné pour sa propre défense, et cela a duré un certain temps. Il a nié être le propriétaire du couteau et a réfuté les affirmations selon lesquelles il aurait été indifférent envers Jeanne. Cependant, l'accusation l'a vivement contre-interrogé sur les incohérences de ses déclarations. Le procès, qui a duré 9 jours, a eu 2 témoins à charge et Auguste seul pour sa défense. Lors des plaidoiries finales,
Le procureur Eric Neve a rappelé au jury les témoignages des experts médico-légaux, des enquêteurs et du personnel militaire et a déclaré que l'ensemble de ces preuves démontraient la culpabilité de l'accusé. Il a poursuivi en affirmant qu'Auguste Sangré avait enterré le corps, puis avait tenté de se créer un alibi et de dissimuler l'arme du crime. Monsieur Linton Thorpe, représentant la défense, a affirmé devant le jury que l'accusation n'avait pas prouvé sa thèse et que les preuves étaient uniquement circonstancielles. Il a précisé que son client, fiancé à Joanne Wolfe, était très inquiet lors de sa disparition. Le juge McNaughton s'est alors tourné vers le jury et leur a dit que s'il devait déclarer l'accusé coupable, il devait en être certain, au-delà de tout doute raisonnable. Le jury s'est retiré pour délibérer, emportant le crâne de mademoiselle Joanne Wolfe et l'arme présumée du crime. Après 2 heures de délibération, le jury est revenu pour déclarer qu'il jugeait l'accusé, Auguste Sangré, coupable du meurtre de Joanne Wolfe. Ils ont ensuite fortement recommandé la clémence. Interrogé avant la sentence, Auguste a accepté de s'exprimer. Il a regardé le juge dans les yeux et dit « Je ne suis pas coupable, je n'ai jamais tué cette fille. » Pourtant, le juge McNaughton l'a condamné à mort. Sans consulter son avocat, Auguste a fait appel qui a été entendu le 13 avril. Les 2 avocats étaient présents à l'audience, bien qu'Auguste ait fait appel sans les consulter. Ni Linton Thorpe ni Lawrence Vine ne pouvaient contester le procès ou le verdict, sauf par les déclarations d'Auguste qui avait déjà nié sa culpabilité, affirmé son innocence et nié posséder l'arme présumée. Linton Thorpe a toutefois souligné la recommandation de clémence du jury. Malgré cela, la cour d'appel a confirmé la condamnation et la peine, en citant qu'il y avait une abondance de preuves contre la partie coupable. La demande de clémence a été soumise à Herbert Morrison, ministre de l'Intérieur, qui a refusé d'intervenir. Le 9 avril 1943, Auguste Sangré a été pendu et enterré anonymement à la prison de Wandsworth. Lors de la préparation du corps pour l'enterrement, un tatouage au bras droit d'Auguste a révélé le nom de Jeanne Wolfe. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.